Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, la France est une très ancienne terre d'accueil, rappelle Jean-Michel Biloux dans le livre documentaire qu'il consacre à l'histoire de l'immigration. C'est un livre pour la famille, pour les ados, c'est aussi un précieux outil pédagogique pour les enseignants. Après, il faut s'entendre sur le mot accueil et on va évidemment en parler avec lui, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'éducation à la santé à l'occasion du lancement de la deuxième campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus au collège. Rendez-vous enfin avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Des restes, c'est bien des restes, on ne va pas les gaspiller. Elle vous dira comment. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Jean-Michel Biloux, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver dans la quotidienne en particulier, sur School TV en général. Vous préférez qu'on dise que vous faites partie des meubles, c'est ça, plutôt que de dire que vous êtes un invité star? Si on peut faire une moyenne entre les deux, ça sera parfait. Bon, en tout cas, un peu partie de la famille parce que vous êtes auteur spécialisé dans le documentaire jeunesse et qu'effectivement, à ce titre... C'est-à-dire toutes vos œuvres ont leur place sur notre antenne. La dernière fois, on vous avait accueilli pour une bande dessinée documentaire sur la guerre d'Algérie. On la retrouve, cette guerre d'Algérie, j'allais dire forcément, dans ce nouveau documentaire très riche qui comprend d'ailleurs quelques séquences en bande dessinée. Son titre, Quand on arrive en France, histoire de l'immigration, ouvrage édité par Casterman en partenariat, et c'est très important, avec le Musée national de l'immigration, national de l'histoire de l'immigration, pardon. Je termine en précisant que les illustrations sont signées Michael Steckermann. L'histoire de l'immigration en France au 19e siècle, on va commencer avec le livre, c'est d'abord, elle se confond avec celle de la révolution industrielle. Tout à fait. Alors un tout petit peu avant, il y a l'arrivée des Polonais, donc c'est plutôt une histoire politique, celle-ci, ce sont les Polonais qui vont fuir les problèmes... Les guerres. Les guerres et les Russes. Et donc là, c'est un accueil un petit peu politique. Bon, ils ne sont pas très nombreux et c'est une immigration un petit peu choisie, un petit peu différent. Ensuite, comme vous le dites très bien, avec l'industrialisation, on va avoir besoin de manœuvres et on va être dans cette logique de va-et-vient permanent entre les époques où on va avoir besoin de main-d'œuvre. Donc à la fin du 19e, on a besoin des Belges pour les mines du Nord, on a besoin des Italiens dans le Sud et on va faire appel à eux de manière extrêmement forte. Et après, quand les moments de pleine crise économique, quand il n'y a plus trop de travail pour les Français, là, on va avoir un tout autre regard. Et donc, ce livre balaye ces différentes époques, puisque ce livre, il a en tout cas une ambition très forte, c'est de s'appuyer sur la chronologie, et la chronologie justement de la Cité nationale de l'immigration. Ils ont fait un nouveau parcours pédagogique, et donc j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer, et ils ont apprécié ce projet, et ils se sont associés non seulement en me permettant d'utiliser leur frise chronologique, mais également avec l'immensité des richesses iconographiques et documentaires qui sont absolument extraordinaires. Et leurs spécialistes. Et oui, voilà, c'est ça. Je vais juste montrer comme ça, j'ai ouvert au pif, mais juste pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble le bouquin. Donc c'est évidemment très richement illustré. C'est comme, j'allais dire presque toujours chez vous, c'est un peu votre patte. On peut le lire de A à Z, mais on Exactement. peut aussi picorer parce qu'il y a plein d'encadrés, il y a plein de zooms sur tel ou tel aspect. Commençons, puisque vous parliez des Belges, des Italiens, des Polonais, commençons par tordre le cou à un mythe. Leur intégration, elle n'a pas forcément été comme ça, d'un clin d'œil. C'est facile parce qu'on partage globalement la même religion, qu'il n'y a pas de sujet de racisme. Non, c'est super compliqué. C'est une idée reçue qu'on entend vraiment de plus en plus souvent, en plus aujourd'hui. Mais il suffit de lire Germinal pour voir que les Belges n'ont pas été accueillis à bras ouverts. Et les Polonais qu'on présente aujourd'hui dans de nombreux discours d'hommes et de femmes politiques comme des exemples d'intégration. Les Polonais qui arrivent en France au 19e siècle, et au début du XXe, ils sont extrêmement nombreux, refusent de parler français, refusent d'aller dans les écoles françaises. Ils sont catholiques, mais ils refusent d'aller dans les églises catholiques françaises. Ils ont leurs propres prêtres. Ils donnent des prénoms polonais à leurs enfants, alors qu'on entend aujourd'hui, oui, c'est un motif d'intégration extraordinaire, indispensable. Les Polonais n'ont jamais fait ceci, et aujourd'hui, ils sont portés en exemple. Les Arméniens, aujourd'hui, un Arménien, dans notre imaginaire, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui réussit. Il y a des grands exemples dans l'industrie ou dans le monde politique. Alors que les Arméniens, quand ils arrivent à Marseille... Il y en a eu à Aznavour, bien sûr. Dans la culture, bien sûr. Ouais. Quand ils arrivent à Marseille, ce sont des pestiférés. Oh. Ils apportent des maladies. Et le maire de Marseille, qui est pourtant un médecin plutôt humaniste, considère que ce sont les gens qui vont apporter des pandémies et qu'ils sont, je le cite, incapables de travailler.
Donc tout ça n'a jamais été de soi. Exactement. Dans les premières ruptures, il y a notamment la défaite contre la Prusse. On est là à la fin du 19e siècle, la crise économique qui s'ensuit et une première jaillissement de xénophobie contre la figure du travailleur étranger. Exactement. Et en même temps, c'est à ce moment-là que la loi de 89 va donner le droit du sol aux Français. Alors là, on est dans une autre logique, c'est celle... Aux Français, aux enfants étrangers nés en France, en fait. Oui, c'est ça. Tout à fait, le droit du sol. C'est parce qu'on a besoin de soldats. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir cette défaite sanglante contre les Prussiens et on a besoin de soldats et donc on a besoin de petits Français qui vont lutter pour nous. Et vous citez notamment le journal L'Intransigeant, il y a un an avant cette loi de 1889 qui instaure le droit du sol automatique pour les enfants d'étrangers nés en France. Et je cite cet extrait, « Ces nuées d'étrangers s'abattent sur notre pays, envahissent chantiers, ateliers, magasins, bureaux où ils sont accueillis par des patrons peu scrupuleux. » C'est la rhétorique d'aujourd'hui. Exactement. Et des exemples comme ça, il y en a malheureusement des tonnes. Malheureusement terrible. Dans les dates charnières toujours, et vous parliez du fait que la France a besoin non seulement de bras, mais elle a besoin de soldats aussi. Il y a 14-18, près d'un demi-million de combattants qui cette fois viennent plutôt d'Afrique et d'Asie et qui sont recrutés pour participer à l'effort de guerre. Exactement. Il y en a aussi qui viennent de l'Indochine. Et tous ces soldats, bien évidemment, on connaît aujourd'hui bien mieux cette période et comment dirais-je, le peu de respect qu'on a eu pour eux dans les tranchées, et puis surtout après. Dans les tranchées avec les autres soldats, ça s'est quand même assez bien passé très rapidement. Mais sinon, l'après-guerre a été assez terrible. Mais l'après-guerre, on a eu aussi besoin d'une main-d'œuvre. Donc on en a quand même gardé un certain nombre. On a fait appel, encore une fois, à énormément de Polonais qu'on va chercher sur place. Donc il y a une industrie, il y a comment dirais-je, un système de recrutement qui est partagé entre l'État et les grands patrons. Et donc on va chercher les hommes, évidemment, en bonne santé, et on va les amener en France de manière un petit peu rude. Et 10 ans après, crise économique. Voilà, j'allais dire, le répit est de courte durée, crise de 29, alors elle arrive juste après en Europe. Et de nouveau, les étrangers désignés comme bouc émissaire du chômage et des expulsions massives à ce moment-là. Exactement, donc les Polonais plusieurs centaines de milliers de Polonais sont expulsés manu militari, de manière parfois tout le temps brutale. Et c'est l'intérêt là de l'usage de la bande dessinée. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que j'étais un auteur de documentaire jeunesse. L'auteur de documentaire jeunesse, il a la chance énorme de pouvoir créer sa propre mosaïque, avec des bandes dessinées, avec des portraits de migrants, puisque au fil du livre, il y a des portraits de chaque vague de migration. Dans chaque génération, absolument. Des verbatims, des citations, des petits strips pour expliquer des notions un peu plus complexes. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et la bande dessinée permet... Par exemple, celle-ci. On va montrer un exemple. On est en 1919, c'est les Polonais, les mines. On va les chercher. Et la bande dessinée suivante, c'est on les renvoie chez eux, sans véritable humanisme. Alors non, là, c'était l'affiche rouge, c'était plutôt... voilà, c'est 31-36, les expulsions collectives de Polonais. On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. Il y a aussi beaucoup de citations. Celle-ci est de Léopold Sédar Senghor. Elle date de 1948. Quand on arrive en France, Histoire de l'immigration, c'est chez Casterman, coédition avec le Palais de la Porte Dorée, c'est-à-dire le Musée national de l'histoire de l'immigration. Je vous le dis vraiment, c'est un livre, c'est pour ça que j'essaie de vous le feuilleter, de vous le montrer un petit peu. Et si vous nous retrouvez en podcast, je suis désolé, vous ne pouvez pas le voir, mais allez sur Internet, regardez. C'est vraiment un livre à la fois pour la famille, c'est un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains des collégiens. Exactement. Je pense qu'à partir de la 6e, ça fonctionne très bien. À partir des collégiens, mais après pour toute la famille, comme vous le dites très bien. Et ça n'arrête pas. Et surtout CDI, pour les enseignantes et les enseignants, c'est un ouvrage référence extrêmement précieux. Et il est rentré dans le programme de Cagnes de cette année, ce sujet particulièrement, et je sais que beaucoup d'élèves de Cagnes l'utilisent. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer à en parler. Jean-Michel Billou, pour l'instant, c'est l'heure de l'anti-sèche avec Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Coup de projecteur aujourd'hui sur la deuxième campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus au collège. Oui, c'est une initiative qui est renouvelée une nouvelle fois cette année par le ministère du Travail, mais aussi de la Santé, de la Solidarité, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. L'an passé, c'était la première fois une vaccination qui a été proposée justement au sein des établissements scolaires et qui offrait à chacun la possibilité de se faire vacciner gratuitement. Quelques chiffres pour que vous ayez une situation globale de ce virus.
papillomavirus. Justement, selon Santé publique France, plus de 100 000 élèves en classe de 5e ont été vaccinés. Plus de 300 000 adolescents du même âge ont été vaccinés dans les villes directement. Ce sont en tout 420 000 adolescents de 12 ans qui ont reçu une première dose de ce vaccin, le fameux HPV, au collège ou en ville. Une campagne qui a permis là aussi une amélioration très importante de la couverture vaccinale chez les ados de 12 ans, avec une progression de 17 points tout de même entre 2022 et 2023. D'ailleurs, cette couverture vaccinale contre les infections au papillomavirus a connu une forte progression chez les jeunes dès 15 ans. En 2023, elle était de 55% pour une dose chez les jeunes filles. C'est une augmentation de 7 points. Et chez les garçons, là aussi, une augmentation de 13 points par rapport aux années passées. C'est donc propre et bravo. La campagne de vaccination est donc reconduite cette année. L'objectif, c'est évidemment de continuer à améliorer la couverture vaccinale des adolescentes et des adolescents. Oui, atteindre les 80%, c'est l'objectif qui a été martelé, renouvelé par les différents ministères, et ce d'ici 2030. C'est une cible qui a été fixée pour maximiser le fait de lutter contre les différents cancers. Oui, sensibiliser aussi les parents en amont de cette campagne, puisque des courriers ont donc été envoyés aux parents pour les informer. Un courrier aussi a été adressé à la rentrée, et des séances de sensibilisation vont d'ailleurs être proposées aux parents et aux élèves une nouvelle fois dans les salles de classe pour essayer de comprendre ce que c'est que ce papillomavirus. La vaccination, elle est proposée donc à tous les élèves qui vont entrer en classe de 5e. Il faut que ce soit l'accord des 2 parents. Attention, le schéma, c'est 2 doses espacées de minimum de 5 mois. Une vaccination complète de 2 doses qui pourra être réalisée soit sur la seule année scolaire, sinon vous pouvez l'avoir sur 2 années. Il peut y avoir des effets de rattrapage en fonction de là où vous en êtes. Si vous l'avez souligné, mais on surligne une fois encore, c'est un vaccin qui est bien recommandé aux filles et aux garçons. Oui, pour les deux, effectivement, on l'a un peu oublié avec le temps, mais on le martèle une nouvelle fois. Entre 11 et 14 ans, il faut donc 2 doses. Rattrapage entre 15 et 19 ans avec une 3e dose. Vaccination donc dès 11 ans qui garantit une meilleure réponse immunitaire et donc une meilleure efficacité face au cancer, tout simplement. Dans ces cas, celui-ci est quand même proche à 100% contre les virus inclus dans le vaccin et contre les cancers qui correspondent à ce dernier. Justement, la protection, elle est moindre si la vaccination vous laisse passer, si vous ne l'avez pas prise. Tout simplement, un vaccin, quand même, il faut le savoir, qui prévient 9 types de HPV, dont 7 qui sont tout simplement à haut risque ou qui sont oncogènes. Donc, il y a par exemple les lésions précancéreuses, les cancers du col de l'utérus, la vulve du vagin, de l'anus, les risques de lésions bénignes également, ou encore invalidantes et très douloureuses. Bref, il faut vraiment le faire. La prise en charge justement de cette vaccination, sachez qu'elle est de 100% lorsqu'elle est effectuée directement au collège, et pour les personnes qui bénéficient d'une complémentaire santé solidaire. C'est également le cas pour les centres de vaccination municipaux ou communaux, ainsi que départementaux. Dans les autres cas, sachez que la prise en charge est environ de 65% par la caisse d'assurance maladie. Le reste à charge est pour la plupart remboursé. Et il faut rappeler juste ces quelques chiffres également. 6 400 cancers, 100 000 lésions bénignes liées à ce HPV, ce papillomavirus. Un quart de ces cancers, la moitié, concerne les hommes. Alors on en parlait, les filles et les hommes à vacciner. Donc le mieux, c'est de le faire le plus tôt possible pour être le plus tôt protégé. Voilà, surtout qu'on a maintenant 15 ans de recul. Oui. Il faut faire le rappel du vaccin. Mais on a 15 ans de recul sur le vaccin. Oui, effectivement, on pourrait avoir peur. On a beaucoup parlé vaccins dernièrement, on rappelle avec le Covid. Donc peut-être que certains ont peur des piqûres, ce qui est mon cas. Mais oui, il faut se faire vacciner tout simplement. Plus de 300 millions de doses ont déjà été prescrites, 6 millions rien qu'en France. Comme tous les vaccins, il faut faire attention, bien évidemment. Il peut y avoir des effets secondaires. Mais le mieux, c'est de se renseigner, de le faire avec son médecin traitant, de le faire en famille, tout simplement. Ils n'ont pas l'air trop terribles, les effets secondaires, là. Non, les effets secondaires, il y a de la fièvre, il y a des vertiges, des maux de tête un peu classiques, j'ai envie de dire. Ouais. C'est pas chouette, je vous l'accorde, mais le mieux, c'est, vous avez le choix entre de la fièvre ou un cancer, de faire ce parallèle. Et voilà, il ne faut pas hésiter, effectivement, pour les parents qui nous regardent. Voilà, vous faites ce vaccin contre le papillomavirus. Voilà, vous n'avez plus l'âge, mais même si vous avez peur des piqûres, Guillaume. Oui, je sais, mais moi, j'aime pas ça. Quand on arrive en France, histoire, merci Guillaume, quand on arrive en France, histoire de l'immigration, c'est chez Casterman. Le texte est de Jean-Michel Biou, les illustrations de Michael Steckerman. C'est en partenariat avec le Musée national de l'histoire de l'immigration. On retrouve Jean-Michel dans quelques secondes. Grand oral, la suite. Jean-Michel Biou, après-guerre, on reprend les mêmes et on recommence un besoin de main-d'œuvre, croissance entre 45 et 73, énorme croissance économique et donc appel à énormément de travailleurs étrangers. Énormément de travailleurs étrangers, beaucoup viennent d'Afrique du Nord et on va aller chercher
parfois sur place. Il y a une bande dessinée que j'apprécie particulièrement, c'est ma préférée, où on voit des recruteurs de Simca, de la SNCF, qui vont chercher au fin fond du désert, chercher des hommes valides plaçant une marque verte ou une marque rouge sur leur torse et qui les ramènent. Et le lendemain, le surlendemain, ils sont dans des baraquements et ils sont dans les mines directement. Et cette bande dessinée me touche particulièrement parce que je connais une de ces personnes qui m'a raconté cette expérience de passer de chasseur-cueilleur au fin fond du désert à mineur. Et cet homme remarquable, ce livre, et je l'ai un peu fait pour lui et pour sa famille, parce qu'on entend tellement de choses noires sur l'immigration en permanence. Enfin, ils sont totalement essentialisés à des individus dangereux et que ça m'est insupportable en connaissant cette personne-là. Et donc, ce livre lui est beaucoup dédié. Et donc, on va les chercher. Celle-ci, les entreprises françaises vont chercher les mineurs au Maroc. On est en 1963. Exactement. Pendant de longues années, on a fait ça. Et puis, dès qu'un de ces mineurs avait quelques soucis au poumon qui étaient évidemment liés, allez hop, on rentre chez toi et puis on ne veut pas que tu reviennes. Et donc voilà, c'est un peu cet hommage. Alors, c'est pas un livre totalement béni oui et dire c'est formidable. C'est vraiment raconter la réalité des faits. Oui, c'est un vrai ouvrage documentaire pour le coup. Voilà, très documenté et documentaire. Avec dans ces années-là un défi considérable qui est celui du logement. Le logement précaire, notamment les bidonvilles, celui de Nanterre par exemple, qui abritait plus de 10 000 habitants et qui devient le symbole de l'exclusion des Nord-Africains. Parce qu'il y avait d'autres bidonvilles, notamment avec les Portugais, ça s'est passé un petit peu différemment l'histoire. C'est un petit peu quand même un peu la même, le scénario un petit peu la même, mais on a un tel passif lié à la colonisation avec l'Afrique et à force en général et l'Algérie en particulier, que tout prend des proportions assez complexes et on a un traitement qui est assez différencié. Les Polonais, les bidonvilles des Polonais, les Portugais, je pense. Les Portugais, pardon, excusez-moi, étaient quand même, c'était quand même des conditions extrêmement difficiles. Par contre, il y avait peut-être un petit peu plus de familles, alors que dans les bidonvilles, notamment celui que vous citiez, c'était vraiment les hommes seuls. Et ça, c'est pareil. Aujourd'hui, on a une image de l'immigration qui est un peu simplifiée, mais il faut bien comprendre que ces hommes vivaient seuls, que leur famille était encore au pays, que les enfants ne connaissaient pas vraiment leur père quand ils le voyaient. Donc il y a toute cette histoire qui est très subtile et qu'il faut raconter. Et au fur et à mesure, évidemment, avec la crise, encore une fois, ce balancier, la crise du pétrole et à partir de 1973, le racisme, la haine de l'étranger, les propos de Jean-Marie Le Pen qui commencent à ce moment-là. Et je vous cite, avec la crise, on est là dans les années 70, effectivement, on passe de la figure du travailleur immigré, compagnon des luttes syndicales, à celle de principal concurrent sur le marché du travail. L'étranger est devenu la première cause présumée de l'insécurité. Tout ça à 50 ans. Et encore, on n'est pas encore dans les années des attentats. Donc après, on passe du compagnon syndical au voleur de travail, puis ensuite au terroriste, et puis à l'intégriste. Et puis, donc il y a une simplification qui est insupportable. Et surtout, ce que j'ai voulu montrer également, c'est une forme de xénophobie un peu latente et puis qui ne demande qu'une étincelle ou qu'une crise ou qu'un doute pour sortir, qui s'insuffle un petit peu partout. Moi, j'ai un souvenir très précis personnel, c'est que quand j'étais enfant, chez mes parents qui étaient bien loin d'être des extrémistes et des intégristes, qui étaient vraiment des personnes qui votaient plutôt le canuet que... On était au centre, je dis ça pour les faux. Faut que vous traduisiez pour les plus jeunes que nous, la chère Jean-Michel. Donc on était vraiment dans le centre droit. On était au centre droit, oui. Chez moi, tous les jours, il y avait un journal qui s'appelle Le Méridional, puisque je suis marseillais. De Marseille. Et ce Méridional appelait au meurtre d'Algériens. L'édito du Méridional de 1973, j'en parle aussi dans le livre, c'est « Prenons des bâtons et allons tuer des Arabes choisis au hasard ». Donc, c'est ce journal-là, c'était normal. Donc voilà, c'est aussi ça que j'ai voulu montrer, cette espèce de forme de racisme un petit peu... latent. Avec 2-3 exceptions, vous le citez, les réfugiés d'Asie du Sud-Est, les Boat People notamment, on est là à la fin des années 70, eux sont plutôt bien accueillis. Eux sont très bien accueillis parce qu'on a une sorte de culpabilité. Et alors le début n'est pas tout à fait formidable, mais à partir du moment où l'administration française et surtout évidemment le politique français décide de les accueillir, non seulement on va les accueillir correctement, mais on va mettre en place des systèmes de logement, de travail, ce qui évidemment facilite l'intégration. Quand on arrive sans travail, sans rien, sans logement, c'est un petit peu plus compliqué de s'en sortir.
quand on arrive, quand on est accueilli par une association ou qu'on est accueilli par même la préfecture, ça change tout. Il y a aussi dans ce livre quelque chose. Je suis pas forcément très, comment dirais-je. J'ai une culture chrétienne, mais disons que je ne suis pas du tout vindicatif. Vous n'êtes pas une grenouille de bénitier. Je ne suis pas une grenouille de bénitier, mais au fil du XXe siècle, l'Église a joué quand même un rôle plutôt honorable. Ouais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pas toujours, hein, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, ceux qui prennent la voix, et pendant la crise de 73 à Marseille, par exemple, l'archevêque de Marseille, Monseigneur Etchegaray, a été un des rares à s'exprimer. Et à prendre position, c'est aussi l'époque des prêtres ouvriers. Exactement. Et qui viennent vraiment sur le terrain. Totalement. Comme son intellectuel vient des pour les établis. prêtres ouvriers. Ouais. Je ne parle pas dans le livre, mais ça pourrait faire l'objet d'un documentaire. Ils font un gros boulot. Dates charnières, il y en a plein évidemment dans le bouquin. Il y a quand même 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme, dite marche des beurs, qui va quand même obtenir un résultat, qui est la création de la carte de séjour valable 10 ans. C'est vrai, mais tous ceux qui ont participé à cette marche et toutes les personnes qui ont vécu cette période regrettent, enfin, ont eu l'impression d'être quand même assez instrumentalisés et qu'au final, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc c'est quand même une date charnière symboliquement, mais c'est vrai que ça, même si c'est très important ce que vous venez de citer, mais ça quand même, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui les banlieues aillent bien. Non, et c'est vrai que pour les 40 ans de cette marche l'année dernière, celles et ceux qui y restaient faisaient preuve de beaucoup d'amertume. L'Ukraine, ça fait un peu comme pour les Boat People, là encore plutôt un élan d'hospitalité. Exactement. Donc ça veut quand même dire, alors même si on a rappelé que les Polonais, les Belges, les Italiens n'avaient pas forcément été super bien accueillis il y a un siècle et demi, là quand même depuis un siècle, il semblerait qu'il y ait quelque chose de singulier qui se joue autour des anciennes colonies, en général de l'Afrique en particulier. C'est vrai, mais l'Ukraine... Il faut le dire, parce que l'Ukraine on n'y est pas, ils sont bien accueillis. Ils sont bien accueillis parce qu'il y a cette quand même notion de similitude avec nous. Il y a quand même, dans cette problématique de l'immigration, évidemment, il y a une part de xénophobie un peu innée qu'on peut tous avoir, de la peur un peu de l'autre. L'Ukrainien, il fait, si je puis m'exprimer ainsi, il fait moins autre que l'Afghan ou que le Syrien. Donc on va il y a un film qui vient de sortir. Les Barbares. Exactement. Vous l'avez vu? Non, pas encore. Ah, mais il faut que vous alliez le voir. Film signé, enfin 2 et avec Julie Delpy, mais il y a aussi Guy Berlin, il y a aussi Laurent Lafitte. La distribution est assez extraordinaire. Et le pitch, si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce, c'est un petit village breton, Pimpon, qui s'apprête à accueillir des réfugiés ukrainiens. Tout est prêt, sauf que la famille qui arrive est syrienne. Et curieusement, ça change 2-3 choses. Ça va vous plaire, ça va vous intéresser. L'immigration est le seul facteur de croissance de la population en France, comme dans toute l'Europe et aux États-Unis. Sans elle, la population serait de plus en plus âgée et le pays manquerait notamment de main-d'œuvre. Ça, vous y insistez énormément. C'est-à-dire que structurellement, c'est un bénéfice. Bien sûr. Et c'est pour ça que les discours qu'on peut entendre ici et là ne tiennent pas la route économiquement. On ne peut pas imaginer le secteur de la restauration, par exemple, sans étrangers. C'est absolument impossible. Où il suffit de prendre le métro à 6h du matin pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler, qui sont issus de l'immigration et qui vont faire des métiers qui sont absolument indispensables. Bon, alors ça, ce sont des portes ouvertes, hein, mais on entend tellement de choses insupportables qu'il vaut quand même, à un moment, remettre l'église au milieu du village, si je puis dire. Décidément. En tout cas... Non, mais redonner des faits et combattre les idées reçues. Ce livre-là, il est ponctué de 5 idées reçues sur les idées reçues qui sont malheureusement véhiculées, utilisées, manipulées. Vous terminez avec le grand remplacement. Le grand remplacement qui a une telle imbécilité, mais également que les étrangers ne volent pas notre travail, que les étrangers ne viennent pas pour les prestations sociales. Il y a quand même très peu de gens... Ils ne sont pas plus délinquants que les Français, etc. Très peu de gens qui traversent des océans pour toucher une prestation sociale. Quand on arrive en France, l'histoire de l'immigration, la meilleure réponse à l'intolérance et au racisme. Coédition Casterman, Palais de la Porte Dorée, vraiment pour toute la famille, pour les enseignants aussi. Jean-Michel Billou, merci beaucoup. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va maintenant aller à la cantoche. Merci. Une autre forme de religion dans ce plaisir. Avec Sandra Ferreira comme grande prêtresse. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Petite séquence rattrapage aujourd'hui. Il y a eu une journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires. C'était le 29 septembre dernier. Vous allez justement nous donner quelques astuces pour limiter le gaspillage alimentaire. Selon le ministère de l'écologie, c'est 30 kilos par an et par personne.
dans les foyers. C'est-à-dire ça, il faut rajouter tout ce qu'on perd en restauration collective, etc., etc. Ça fait beaucoup quand même. C'est énorme et heureusement que cette journée qui a été proclamée par les Nations Unies en 2019 vise à sensibiliser le public, le gouvernement. Pourquoi ? Pour sensibiliser à l'impact environnemental, pour réduire la faim dans le monde. On rappelle, 828 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. On sensibilise aux pertes alimentaires, mais tout au long de la chaîne alimentaire. C'est pas que nous, les consommateurs. Il se passe d'autres choses aussi pendant la fabrication. Et on encourage, bien sûr, les politiques publiques et les initiatives locales. Alors, tout ça, on ne peut pas faire, mais ce qu'on peut faire en revanche ici, c'est avoir vos bons conseils pour nous, consommatrices et consommateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le gaspillage alimentaire ? Alors, des solutions simples, bien sûr. Vous faites l'inventaire de vos stocks à la maison avant d'aller faire les courses. Alors oui, ça demande un peu d'organisation. Vous regardez ce que vous avez, vous le notez dans votre bloc-notes du téléphone portable, par exemple. Ça vous évitera de faire des doublons lorsque vous irez acheter vos courses, tout simplement. Et si vous allez à l'improviste, un détour imprévu à l'épicerie, vous avez la liste sur vous et vous savez, non, j'avais encore des pâtes, je n'en rachète pas. Et puis, vous pouvez tout simplement aussi préparer une liste de courses à l'avance. Si vous êtes super organisé, vous faites même vos menus à l'avance, comme ça, vous faites la liste de courses en fonction des menus. C'est niveau expert, là. C'est niveau expert, mais il y a des experts qui nous regardent sur School TV. Ça vous permettra de vous tenir à cette liste et d'éviter les achats impulsifs. On peut avoir la tentation d'acheter en grande quantité en se disant ça va me revenir moins cher, bon calcul. Alors c'est vrai que c'est moins cher au prix du kilo quand on achète de grandes quantités. Le risque, c'est d'en jeter la moitié et au final ça nous revient plus cher, surtout si ce sont des aliments périssables comme les fruits et les légumes, ils vont se gâter plus vite que des produits secs ou des produits en conserve. Donc c'est pas forcément la bonne idée. Je dirais plutôt d'acheter en vrac. En vrac, au moins vous prenez la quantité adaptée à ce que vous avez besoin, surtout pour les épices. Les épices, souvent on achète des gros paquets et finalement ça périme malheureusement et puis il n'y a plus le goût. Ça c'est pour les courses. Après on va cuisiner tout ça. Et oui, et le but en cuisinant, c'est de préparer la bonne quantité de nourriture. Voilà. Ce qui n'est pas forcément simple, ni trop, ni pas assez. Si on sait faire la bonne quantité, on est bon. Voilà, vous n'êtes pas super bonne, parce que par exemple, vous allez nous faire déguster tout à l'heure ceci, et je ne sais pas, vous en êtes 3, et vous avez prévu pour 1. Ça, j'ai prévu que pour Emmanuel. Je comprends vraiment pas. La quantité change d'une personne à l'autre. Ouais, c'est ça. Bon, on va en parler de ça dans 3 secondes. S'il y a des restes tout de même, on a tout bien fait, il y a des restes. Mais oui, ça arrive, il ne faut pas culpabiliser. Vous allez tirer profit de vos restes, vous allez les congeler, tout simplement. Et il vous reste de votre lasagne, et vous congelez vos lasagnes, et vous en restera pour le reste de la semaine, et c'est pas plus mal. Vous pouvez aussi réinventer des recettes avec les restes. Il reste des brocolis, on fait une quiche au brocoli. Voilà, on peut réinventer. Il y a plein de recettes qui pullulent sur Internet. Et puis, vous pouvez récupérer toutes les parties des aliments. C'est là où on va venir à cela. Donc, pour éviter de jeter à la poubelle certaines choses. Déjà, vous pouvez faire de superbes bouillons avec des épluchures de légumes, des os et des carcasses. Non, les bouillons. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Bon, ce sont des pelures de pommes de terre. Voilà, vous faites votre des petit... chips. Alors, ce sont des pelures de pommes de terre en chips. Voilà. Ça veut dire qu'on a pris les pelures je suis sympa et quand même, on les a fait frire. Ça va, pas 36 non plus. Oui, ça c'est la portion d'Emmanuel, attention. Là, je peux pas, je parle en même temps, ça va être compliqué. Bon, les pieds de brocoli, déguster pendant que je vous dis que les pieds de brocoli, ça se mange, vous n'êtes pas obligé de les jeter, que les fans de radis, les feuilles de betterave, on en fait de délicieuses soupes et ça permet d'éviter le gaspillage, que vous pouvez faire des conserves maison avec des légumes qui sont peut-être un peu moins frais. Voilà, ça permet de faire des sauces tomates, par exemple. Et pensez, oui, dites-moi, vous aimez ? Ça croustille, hein ? Excellent. Pas mal quand même. Pas voyez ? trop salé. Alors, là, en l'occurrence, il faut vraiment que je sois sincère. Je les ai faites à la friteuse, la vraie de vraie, avec du sel. Mais on peut aussi utiliser des friteuses qui ne contiennent qu'une cuillère d'huile. On peut faire ça beaucoup plus light. Ou à la poêle. Ou à la poêle, avec un petit fond d'huile. Je connais quelqu'un qui s'est entraîné un petit fond d'huile, n'est-ce pas, mais... Moi, j'en remets un peu plus pour le goût. Voilà, c'est ça. Pour le moelleux. Et on scelle en fonction de... Et on peut même rajouter des petites épices. Bon, voilà. Et c'est bon, c'est original. On peut mettre aussi on pourrait faire ça avec des épluchures de carottes, des épluchures de tout ce qu'on veut quasiment. Tous les trucs qu'on vous vend pour des fortunes dans des sachets en plastique. Et c'est très rapide. Là, je l'ai fait juste avant de venir. Ça va très très vite. Vraiment, on plonge ça dans l'huile et hop. C'est parti, on vient ici. Et puis on peut faire des dons. Et on fait des dons alimentaires. N'oubliez pas
que la Croix-Rouge française et les banques alimentaires sont là à vous accueillir les bras ouverts pour les dons alimentaires et ça ne fera que du bien à tous ceux qui peuvent se procurer cela. Voilà, on en finit donc avec ces 30 kilos par an et par personne au foyer de nourriture gaspillée pour une raison X, Y ou Z. Merci beaucoup, merci. Sandra, d'avoir débarrassé les restes de nos plateaux repas. Jean-Michel, merci beaucoup de nous avoir rendu visite de nouveau pour un super bouquin documentaire Quand on arrive en France. Coédition Palais de la Porte Dorée, une préface de Catherine Vitol de Wendel, qui est politologue, spécialiste de la question de l'immigration. Elle est directrice de recherche émérite. Et qui m'a accompagné du début à la fin de manière un rôle fondamental. Précise. Exactement. Voilà, super travail de recherche avec des chercheuses et des chercheurs et tous les fonds documentaires du Musée national de l'histoire de l'immigration. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. En maquillage, Laure Odon. J'en perds mes moyens, mais c'est la chips. C'est la chips. Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Mani Pezesk à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux. Le Grand Oral est également accessible désormais sur les principales plateformes de podcast. Quand je vous dis que ça croustille, vous entendez, ça croustille.